Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer la section E du chapitre 2 des notes, les exemples simples de surface et de géométrie riemannienne en dimension 2. On a déjà, expliqué l'exemple de la sphère, donc je vais simplement sauter aux prochains exemples. Donc, le premier de ces exemples est celui d'un cylindre. C'est un exemple un peu trivial. Qu'est-ce que c'est qu'un cylindre? Bon, on sait ce que c'est qu'un cylindre, mais comment peut-on le représenter? On pourrait utiliser les coordonnées cylindriques, justement, et fixer la valeur de la coordonnée radiale R. L'important, c'est que ce cylindre peut être déroulé, c'est-à-dire qu'on pourrait contempler ces coordonnées, phi et z, sur un plan. Et dans le plan, la coordonnée phi va de 0 à 2π, et lorsqu'on enroule le cylindre, et on peut considérer ça comme un processus physique, on peut prendre un morceau de carton, découper, enrouler, coller, et ainsi de suite, on obtient ce qu'on entend habituellement par un cylindre. Bon, la métrique sur le cylindre est très simple, c'est-à-dire que l'élément de longueur dans la direction z intervient de cette manière, et l'élément de longueur dans la direction phi serait a fois d phi, où a est le rayon du cylindre. Donc, on obtient un tenseur métrique qui, comme on le voit ici, a des composantes suivantes et ne dépend pas des coordonnées. Donc, comme il ne dépend pas des coordonnées, la connexion affine est nulle. Le tenseur de courbure est nul. Les équations des géodésiques sont triviales, en quelque sorte. Il s'agit simplement de ces équations-là. Ce qui veut dire que les géodésiques sont essentiellement, si on les contemple dans le plan, quand on déroule le cylindre, ce ne sont que des droites. Donc, une droite entre A et B deviendrait, quand on enroule le cylindre, une hélice qui fait le tour comme ça. Et bien sûr, j'ai arrêté mon segment ici, mais on pourrait continuer cette hélice ad aeternam, et on aurait simplement une droite qui se prolonge de cette manière. Donc, le cylindre est un espace plat. Encore une fois, ça revient à dire que le cercle en dimension 1 est aussi un espace plat. Mais ici, on a un cylindre qui est en quelque sorte le produit cartésien d'un cercle par une droite infinie, et donc c'est un espace plat quand même. En fait, en général, tout espace qu'on peut obtenir pratiquement en roulant une feuille, un espace sur le plan. Donc, si on peut découper en pratique sur une feuille de papier l'espace que l'on veut et le courber et le recoller, ça devient un espace plat. Ça reste un espace plat. La courbure est intimement reliée au fait qu'il y a des tensions dans le matériau. Et donc, si on prend de la tôle, par exemple, c'est un peu très pratique comme exemple, mais si on prend de la tôle très mince, on peut facilement la former pour faire un cylindre ou à la rigueur un cône, comme on va le voir, mais on aurait beaucoup de difficultés. On ne pourrait pas la former pour former une sphère. Il faudrait pour cela la marteler, la déformer ou la chauffer, ou ainsi de suite. Donc, deuxième exemple, le cône. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cône? Comment est-ce qu'on fait un cône en pratique? On prend un morceau de papier, encore une fois, et on découpe une pointe de tarte. Donc, on pourrait dessiner ici un cercle, découper un cercle. On découpe une pointe de tarte qu'on enlève et on colle les deux éléments. Donc, en les collant, on va former un cône 3D comme ceci. Et donc, c'est comme si, sur le plan, on identifiait les deux segments que j'indique ici, qui sont identifiés, c'est-à-dire qui sont identiques, qui contiennent les mêmes points. Donc, encore une fois, pour cette raison, le cône est un espace plat ou presque plat. Je dis presque plat parce que le cône a un point singulier qui correspond ici au centre du cercle. Et ce qu'on peut constater, c'est que toute la courbure du cône est concentrée en ce point-là. Okay? On pourrait imaginer un cône arrondi, si vous voulez, qui ne finit pas de manière absolument pointue, mais sous la forme d'une petite sphère. Et donc, ce serait visiblement très proche et ce serait donc courbé à cet endroit-là seulement. Donc, comment est-ce qu'on peut voir que c'est courbé? Mais il faudrait faire le transport parallèle d'un vecteur le long d'une courbe fermée, d'accord, comme on l'a fait pour la sphère, et se rendre compte que ce transport parallèle change le vecteur d'une certaine manière. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire faire ce transport parallèle quand je regarde la projection sur le plan? Donc, je prends un vecteur en noir ici et je le transporte parallèlement le long de ce cercle, okay? Du point A vers le point A. C'est le même point, hein, nécessairement. Alors, donc, c'est un transport parfaitement parallèle quand je suis sur le plan. Le vecteur ne change pas. Okay? Sauf que maintenant, quand j'arrive au point d'arrivée, je vois très bien que le vecteur faisait un angle euh, alpha sur 2 avec le cercle au point de départ, et ici, il fait un angle alpha sur 2, mais dans l'autre sens, avec le même cercle. Autrement dit, j'ai au total une rotation d'angle alpha que le vecteur a subi après son transport parallèle le long d'une courbe fermée. C'est donc qu'il y a une courbure quelque part. Et manifestement, cet exercice, je peux le faire qu'importe le rayon de ce cercle. Ce serait exactement la même chose si je prenais un cercle très petit. Donc, c'est la même quantité de rotation du vecteur après un tour, quel que soit le rayon de ce cercle. C'est donc que la courbure est concentrée de manière infinie à l'origine, c'est-à-dire au sommet du cône. Qu'est-ce que serait quelle serait la géodésique à ce moment-là? La géodésique est encore une fois une droite dans le plan. Si je prends n'importe quelle droite ici et que je ferme le cône, ça ressemblerait aux courbes qui sont dessinées ici. Ce sont des géodésiques sur le cône. Troisième exemple, le tore. Alors, il y a deux façons de définir un tore. On peut définir un tore abstrait, qui n'est pas un tore plongé en dimension 3. Donc, cette façon de définir un tore est la suivante. Je prends un vecteur dans le plan et je l'identifie à un vecteur autre qui est simplement obtenu en ajoutant une combinaison entière de vecteurs de base d'un réseau. Okay? Donc, c'est la définition d'un réseau, en fait. Donc, j'ai deux vecteurs, E1 et E2, que j'ai figurés ici en vert. E1, E2, ici, ils ont la même longueur, mais ce n'est pas nécessaire. Et donc, le tore est défini par une identification des points. Donc, j'ai le point A qui est ici et qui est réputé le même qu'ici, ici et ici, parce que ces quatre points dans le plan infini sont en fait reliés entre eux par une combinaison linéaire entière des vecteurs E1, E2. Autrement dit, celui-ci, c'est le point original plus E1, ça, c'est le point original plus E2, ça, c'est le point original plus E1 plus E2, et ainsi de suite. J'en aurai une infinité. Donc, le tore serait d'infini par ces conditions de périodicité, si vous voulez, de sorte que les points que je surligne ici sont exactement les mêmes que ceux-là, et les points qui sont ici sont les mêmes que ceux-là. Donc, c'est comme si je devais replier ou courber le tore dans les deux directions pour obtenir, donc, si vous voulez, la topologie du tore. Sauf que lorsque je le définis comme ça, je le définis de manière abstraite avec cette condition-là, eh bien, la distance est la même que la distance définie sur le plan. Donc, l'élément de distance est donné par ça ici. J'aurais des variables angulaires. Je pourrais me définir deux variables angulaires, θ et φ, de période 2π chacune. Donc, une variable comme ça, disons θ, et phi comme ceci. Alors, j'ai une longueur A, j'ai une longueur B dans un sens ou l'autre. C'est donc l'élément de longueur véritable. Dans un sens serait A fois dθ et dans l'autre serait B fois d phi. Et donc, le tenseur métrique serait simplement donné par cet objet constant. Donc, le tenseur métrique serait une constante. Et donc, encore une fois, parce que c'est une constante, il n'y aurait pas de connexion, enfin, pas de connexion affine, pas de courbure, rien. Okay. Dans ce cas-ci, les géodésiques sont bien sûr des lignes droites. Okay. Ces lignes droites, en raison de la périodicité, donc si je la commence comme ça, je devrais la continuer comme ceci, et ensuite ça reviendrait comme ça, et ensuite ça ferait ça, etc. Donc, je pourrais avoir une géodésique sur le tore, qui est en fait une courbe dense sur le tore, si je choisis l'angle de manière imprudente. Bon. L'autre façon de définir le tore, qui est celle qu'on
avec laquelle on est le plus familier, c'est un tore plongé en 3 dimensions, un beigne en quelque sorte, ou un bagel si vous préférez. Donc, comment définit-on ça? Comme une surface plongée, on prend premièrement un grand rayon, donc le tore aurait un grand rayon A, qui est comme ça ici, et un petit rayon B, comme ça. Okay? Et j'aurai 2 coordonnées, encore une fois. J'aurai la coordonnée θ qui fait le tour dans cette direction-là, et la coordonnée phi qui fait le tour dans cette direction-ci. Donc, je pourrais, à partir de cette définition, obtenir la valeur de la coordonnée en 3D d'un point sur le tore de la manière suivante. Donc, j'aurais x est égal à a plus b cos phi fois cos θ, y serait a plus b cos phi fois sin θ, et z serait égal à b fois sinus phi. Alors, comment est-ce qu'on voit ça? Donc, on commence par regarder cette image ici. D'accord? Donc, on prend, ici, on est à un angle de θ quelconque, et j'ai θ et phi quelconque. Alors, j'ai ici ce rayon qui va du centre jusqu'à la projection qui descend sur le plan XY à partir du point. Donc, cette longueur de projection, c'est manifestement A plus B fois cosinus phi. D'accord? Donc, le A plus B cos phi, ici, joue le rôle d'une coordonnée radiale, si vous voulez. Bon. Et cette coordonnée radiale, pour en obtenir x et y, eh bien, je vais simplement multiplier par cosinus ou sinus de θ. Donc, c'est pour ça que j'ai ces termes ici, alors que z serait donné par, donc cette hauteur-ci serait b fois sinus de phi. Okay, donc, j'ai x, y, z. Je sais que ds carré serait donné par dx carré plus dy carré plus dz carré. Et donc, quand je fais la combinaison de tout ça, je prends les différentiels en fonction de θ et phi. Je fais un petit peu de travail, je vais passer les étapes, c'est pas compliqué. J'obtiens ceci. Okay. Donc, j'ai un tenseur métrique maintenant qui est diagonal. Je n'ai pas de terme en dθ, dφ, donc c'est un tenseur métrique diagonal dont les composantes donc, sont ici. J'aurais donc G11, si vous préférez, ce serait ça. Et j'aurais G22 qui, lui, est constant. Et donc, le tenseur métrique dépend de phi. Il ne dépend pas de θ, mais il dépend de phi. Donc, je peux calculer, alors là, je ne ferai pas le calcul ici, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans un fichier SymPy, exactement comme on a démontré dans une vidéo précédente. On met ça dans SymPy et on lui demande de calculer les symboles de Christoffel. Alors, il le fait et il trouve exactement ces termes. Donc, quelque chose qui dépend de phi, bien sûr. Et je pourrais ensuite calculer le tenseur de Riemann dans sa version covariante, par exemple, et je sais que je suis en dimension 2, donc il n'y a qu'une seule composante indépendante, R12, 1,2, qui serait donnée par ça. En continuant, le tenseur de Ricci aurait 2 composantes qui sont ici, et la courbure scalaire, donc, qui est invariante, serait donnée par cette expression. Alors, ce qui est remarquable dans cette expression pour la courbure scalaire, c'est qu'elle change de signe. Autrement dit, si phi est contenu entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, okay? Donc, phi entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, ça veut dire vers l'intérieur du tore, hein? Donc à l'intérieur ici, là. Okay. À l'intérieur du tore, phi, le cosinus de phi serait négatif. Okay? Et bien sûr, B est plus petit que A, donc évidemment, le dénominateur va toujours être positif, mais le numérateur serait négatif, donc R serait négatif. Donc R est négatif si phi est entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, et à l'inverse, quand phi est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, R est positif. Donc j'ai une courbure scalaire positive à l'extérieur du tore et négative à l'intérieur. Bon, on peut relier ça à la fameuse formule de Gauss sur la courbure des surfaces. Gauss a écrit une formule, celle-ci, qui me permet d'exprimer la courbure scalaire en fonction des rayons de courbure associés à des directions propres d'une surface. Donc, toute surface, en un point donné, on peut lui associer 2 cercles qui sont en quelque sorte des cercles qui permettent de définir
comment dirais-je, approximativement la surface proche de ce point-là. C'est comme si on faisait une espèce de développement de Taylor, si vous voulez, ou deuxième ordre, et on pourrait avoir une expression quadratique pour la fonction qui définit la surface, et donc cette expression quadratique aurait des directions propres, des vecteurs propres, si vous voulez. Donc, il y a des directions propres à la surface en un point, et on peut à peu près définir la surface comme étant obtenue en balayant deux cercles. Okay? Deux cercles qui peuvent soit définir, donc dans une direction donnée, il y aurait une intersection qui serait une portion de cercle, si on est suffisamment proche du point, et dans une autre direction perpendiculaire, j'aurai un autre cercle. Donc, si ces deux cercles sont du même côté de la surface, c'est donc que la surface a une forme sphérique, si on veut, approximativement, proche du point, et donc la courbure est positive. La courbure serait donnée par 2 divisé par le produit des rayons des deux cercles. Et le epsilon qui est là vaut plus 1 si les deux cercles sont du même côté, et moins 1 si les deux cercles sont de côté opposé, si les centres des cercles sont opposés. Ce qui se produirait, par exemple, si on a une forme comme une selle de cheval, où la courbure, si vous voulez, c'est courbé dans un sens, dans une direction, et dans l'autre sens, dans l'autre direction perpendiculaire. Donc, comme une selle de cheval, ça correspondrait à ce moment-là à epsilon moins 1 et à une courbure négative. Donc, si on retourne à notre tore, on voit qu'effectivement, lorsqu'on est à l'intérieur du tore, il y a un côté qui est courbé d'une manière et l'autre direction dans l'autre sens. Okay? Alors que si on est à l'extérieur, les deux directions sont courbées du même sens. Okay? Donc, d'où courbure positive à l'extérieur, courbure négative à l'intérieur. Et on peut donc calculer, d'après ce qu'on a trouvé ici, que si on se met à angle 0, on obtient ceci, et à angle pi, on obtient ça, et ça correspond, en fait, on peut faire le lien entre ces rayons-là, parce qu'on voit bien que, par exemple, si on est à l'angle 0, quels sont les rayons de ces cercles? On le voit d'après l'image, on aurait ici un cercle qui est comme le petit cercle du tore, et un autre qui est comme le grand cercle, mais le cercle extérieur, comme l'équateur extérieur du tore, qui lui a un rayon A plus B. Alors que donc les deux rayons sont A plus B et B. Alors que si je suis à l'intérieur, les deux rayons seraient B et A moins B. Et c'est effectivement ce qu'on trouve avec cette formule. Okay. Donc c'est une manifestation de la formule de Gauss. Comme dernier exemple, on va parler de l'hyperbole. Alors cet exemple-là est particulièrement pertinent pour ce qui va suivre quand on va parler des trous noirs. Donc il faut y porter une attention particulière. Donc qu'est-ce que c'est qu'une hyperbole plongée en 3 dimensions? Donc c'est une surface définie par cette relation-là. Okay? R carré moins Z carré est égal à 1. Je suis en coordonnées cylindriques ici. Donc, j'ai aussi une coordonnée phi qui fait le tour de cette manière. Donc là, j'ai dessiné, donc j'ai cette portion d'hyperbole. Et bien sûr, l'élément de longueur en 3D serait donné par cette expression, des R carré, des Z carré, R carré, des phi carré. Mais maintenant, je vais éliminer une de ces coordonnées-là. Donc, je vais éliminer Z. Je vais exprimer tout en fonction de R et de phi. Donc, R et phi vont être les deux coordonnées que j'utilise pour me localiser le long de l'hyperbole. Donc, dans ce cas-là, j'élimine Z simplement parce que donc, Z carré serait égal à R carré moins 1. Donc, c'est facile de calculer un dz carré. On peut montrer facilement que dz serait donné par dr fois R divisé par racine de R carré moins 1. En fait, dr carré fois R carré sur R carré moins 1 serait égal à dz carré. Donc, la métrique au total, donc, serait, enfin, l'élément de distance serait donné par cette formule. Okay. Alors, premièrement, remarquons que si R est très grand, à ce moment-là, l'espace devient approximativement plat. Ça devient essentiellement un cône. Donc, on a ici, ça va droit comme ça. Donc, quand R est très grand, c'est comme un cône. Et j'ai deux cônes. J'ai un cône supérieur, j'ai un cône inférieur en bas qui sont reliés par une espèce de passage, par un col qui est courbé. Bon, notons aussi que quand R est très grand, le tenseur métrique
ici, bon, ça devient une constante égale à 1, et j'aurai donc un facteur 2 ici. Donc, j'aurai 2 fois dr carré plus r carré des phi. Ce serait, encore une fois, quelque chose qui est caractéristique d'un espace plat. Donc, les composantes du tenseur métrique sont celles-ci. Notons qu'il y a une singularité, c'est-à-dire que quand R est égal à 1, j'obtiens ici l'infini, une divergence. Okay? Donc, le système de coordonnées que j'ai choisi est un peu malhabile en un sens. J'ai une singularité quand R est égal à 1. R égale à 1, voulant dire ici, évidemment, le col ici, là. Exactement. Donc, ce n'est pas génial, on reviendra là-dessus. Je peux calculer tout de même les tenseurs de Christoffel, le tenseur de courbure, etc. Encore une fois, je ne donne pas les détails. On met ça dans SymPy, on laisse la machine calculer. Et on obtient donc les tenseurs, pardon, les symboles de Christoffel, donc la collection affine suivante, le tenseur de Riemann covariant ici. Et encore une fois, vous voyez que ces quantités sont, pas toutes, mais certaines, sont singulières lorsque R tend vers 1. Ça me donne l'infini ici, mais ici, ça donne 0. Ici, c'est pas singulier. Le tenseur de Riemann ici devient singulier. Le tenseur de Ricci aussi. Par contre, la courbure scalaire, elle, n'est pas singulière. Elle tend vers 0, bien sûr, quand R tend vers l'infini, et elle est toujours négative. Donc, cet espace hyperbolique, qui est un espace à courbure négative, mais qui n'est pas, selon ici, qui n'est pas singulier quand R tend vers 1. Il n'y a rien de singulier dans cette surface quand R tend vers 1. C'est juste le milieu du passage. Les géodésiques, on peut s'attarder aux géodésiques, c'est mieux de pas trop s'y attarder. En fait, je veux juste signaler le fait que dans cet espace, la coordonnée phi est cyclique, c'est-à-dire que la métrique ne dépend pas de phi. Donc, il est simple d'écrire l'une des équations géodésiques ici, qui est le fait que la dérivée du vecteur tangent, de la composante en phi covariante du vecteur tangent sera égale à 0. Donc, ça, c'est le truc habituel. Donc, on obtiendrait cette relation ici pour phi point. Et on pourrait imposer, bien sûr, qu'on a un paramètre affine, dit donc que la longueur du vecteur tangent est égale à 1. Donc, on aurait aussi cette condition-là. Et ces deux conditions-là, ensemble, pourraient nous donner des équations qui déterminent les géodésiques. On pourrait aussi supposer, comme un cas particulier, que phi point est égal à 0, c'est-à-dire qu'on étudie les géodésiques qui sont des méridiens, en quelque sorte, sur cet espace hyperbolique. Et ça nous donnerait, en fin de compte, une équation comme celle-ci qu'on peut facilement intégrer. Ce n'est pas très important. Ce sur quoi je veux insister par la suite, c'est l'utilisation d'un système de coordonnées différent. Donc, on va utiliser maintenant des coordonnées différentes de R et Z, c'est-à-dire de R et phi. Ça va être ce qu'on appelle les coordonnées hyperboliques. Donc, alors, il me manque un S ici, vous pardonnerez. Les coordonnées hyperboliques sont définies comment? Eh bien, c'est simplement défini de la manière suivante. La définition, je ne l'ai pas écrite ici, ce qui est mea culpa. Donc, ce serait que R est égal à sinus cosinus hyperbolique de θ, et Z est égal à sinus hyperbolique de θ. De sorte que, bien sûr, R carré moins Z carré est égal à 1, donc c'est la définition de l'hyperbole. Bien sûr, ici, θ va de moins l'infini à plus l'infini. Okay. Alors, l'un des défauts des coordonnées, de la coordonnée R qu'on utilisait avant, c'est qu'on n'y a pas trop songé, mais R est toujours plus grand que 1, et la partie inférieure de l'hyperbole n'est pas distincte de la partie supérieure. En fait, pour une valeur donnée de R, j'ai deux points. Les deux points qui sont opposés sur les côtés opposés du col ont la même coordonnée R. Donc, c'est un système de coordonnées qui n'est pas propre, c'est-à-dire que ça me prend, je ne peux pas localiser un point précisément avec R, il faut que je dise si c'est dans la partie supérieure ou inférieure.
alors qu'avec les coordonnées hyperboliques, et là, je n'ai pas cette ambiguïté. Donc, la coordonnée phi, bien sûr, est la même qu'avant. Donc, ça ne change pas. C'est toujours la coordonnée phi qui fait le tour, mais j'ai une coordonnée θ à la place de r. Donc, quand j'écris maintenant l'élément de distance en fonction de la coordonnée θ, alors je peux voir, donc j'ai ça ici. Donc, j'exprime maintenant la différentielle de z, je fais la dérivée par rapport à θ, d'accord? Et donc, j'obtiens cette expression-ci que je peux exprimer en fonction d'angles multiples. Donc, j'aurai cosinus hyperbolique de 2θ fois dθ au carré, donc c'est la somme des carrés ici, fois le cosinus hyperbolique au carré de θ. Donc, j'ai ces valeurs du tenseur métrique. Je mets ça dans la manivelle habituelle de SymPy et j'obtiens la collection affine. Alors, remarquez quelque chose, c'est que la singularité qu'on avait avant, qui était à r égale à 1, correspondrait à θ égale 0. À θ égale 0, ici, il ne se passe rien. Enfin, oui, il se passe quelque chose dans le sens que c'est 0, mais ce n'est pas infini. Ce n'est pas une singularité. On calcule le tenseur de courbure, le tenseur de Riemann covariant. Encore une fois, rien de louche à θ égale 0, parce que cosinus carré de θ est égal à 1. La courbure scalaire est donnée par ça. Excusez-moi, c'est le tenseur de Ricci. La courbure scalaire est donnée par ça. Okay? Et encore une fois, ici, rien de particulier, bien sûr. C'est bien défini pour toutes les valeurs de θ et c'est négatif. Non seulement ça, mais c'est en accord avec ce qu'on a calculé précédemment. C'est-à-dire, si je retourne ce calcul-ci, j'avais ça ici, je pourrais substituer R pour θ et j'obtiendrais précisément ce que j'ai de l'autre côté. En particulier, quand R est égal à 1, qu'est-ce que j'ai ici? R égale à 1, ça me donne moins 2 pour la courbure scalaire. Et de ce côté-ci, j'aurais aussi, quand θ égale 0, j'ai moins 2. Okay, donc, cette courbure scalaire est justement scalaire, c'est-à-dire que je pourrais l'exprimer en fonction de la coordonnée précédente et j'aurais exactement la même valeur. Okay. Qu'est-ce qu'on apprend de cet exemple? On apprend qu'il est important de bien choisir ses coordonnées. On apprend que même si il est tout à fait légitime d'utiliser la coordonnée R ou R et θ dans une région de l'hyperbole, globalement, je ne peux pas bien la décrire avec cette coordonnée. Alors, on va s'imaginer, imaginons, d'accord, qu'il y a une espèce de civilisation de fourmis, disons, qui vivent sur cette hyperbole. Donc, ce sont des fourmis intelligentes quand même. Et les fourmis vivent dans une région éloignée de l'hyperbole, là où l'espace est essentiellement plat. Et les fourmis sont capables de mesurer des distances, elles se promènent de proche en proche. Et les fourmis savent que donc, le tenseur métrique est donné par cette expression-là. Et ils ont une prédilection pour la coordonnée R, ils aiment beaucoup cette coordonnée. Surtout que, bien sûr, quand R est très grand, ça ressemble à un espace plat. La coordonnée R est tout à fait légitime. Alors, chez ces fourmis, ils ont des explorateurs. Ces explorateurs, bien sûr, se sont rendus compte qu'en marchant autour de l'hyperbole, en fait, c'est comme découvrir que la Terre est ronde, finalement. Ils se rendent compte qu'on peut revenir où on était avant. C'est ça? OK, c'est très bien. Et ils se rendent compte aussi que plus on se dirige vers le col, plus ce rayon diminue, parce qu'ils peuvent mesurer le rayon. Alors, ils ont toutes sortes de légendes hein, sur ce qui se passe quand on atteint ce point-là. Évidemment, quand ils sont très loin, parce qu'ils sont très loin, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe ici. Ils ne sont pas capables. Donc, en fait, j'imagine qu'ils n'aiment pas tellement essayer de s'y rendre. C'est comme les gens qui croyaient que la Terre était plate et qui avaient peur peut-être de tomber à l'extrémité de la Terre en naviguant trop loin. Alors, ils prennent garde de pas trop s'aventurer très loin, mais ils se rendent certainement compte qu'en extrapolant, parce que ça ressemble à un cône, il va se passer quelque chose de mauvais quelque part. Ils ne veulent pas tellement le voir. Okay. Donc, ils s'imaginent qu'il y a quelque chose de très dramatique qui se produit ici, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un col très doux. Et leurs mathématiciens, qui ont fait des progrès importants, ont émis cette hypothèse, justement, qu'effectivement, il y a une espèce d'antimonde dans le bas, qui est identique à leur monde à eux, okay? Et que si on pouvait naviguer ou enfin se promener en suivant une géodésique comme celle-là, on pourrait arriver dans une autre partie qui ressemble exactement à leur univers.
mais qui est une espèce d'image miroir de leur propre univers. Alors évidemment, ces gens-là seraient traités de fous, peut-être emprisonnés, qui sait. Mais l'idée est intéressante et finalement, des gens osent se rendre de l'autre côté et découvrent effectivement que c'est vrai. Alors pourquoi je raconte cette histoire? Parce que on a un peu la même chose avec un trou noir. Bien sûr, c'est beaucoup plus imaginatif dans le cas d'un trou noir. C'est pas d'un véritable trou noir dont je parle, mais en fait, l'équivalent de ça dans l'espace-temps, ce serait ce qu'on appelle le pont de Einstein-Rosen, qui est une possibilité mathématique. Je ne dis pas que c'est une possibilité physique, mais c'est une possibilité par laquelle on pourrait avoir deux univers qui sont reliés entre eux, un trou de verre en quelque sorte, euh, et, et qui sont donc reliés entre eux par un passage étroit, un col de cette manière-là. Donc évidemment, ça pourrait se produire dans l'espace-temps, pas nécessairement dans l'espace. On verra dans quel contexte ça survient quand on sera dans le chapitre sur les trous noirs. Donc, merci de votre